Donc, CTO de Tips. Ah là là, pourquoi ça marche pas ce truc? C'est pas grave. Je vais rester comme ça. Contributeur PHP. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, j'ai longtemps travaillé dans l'open source à côté de mon boulot personnel et depuis 2012, voilà, je contribue en fait au PHP et comme vous allez le voir, au framework Zend en particulier au départ et puis après je me suis ouvert à d'autres librairies. Speaker, voilà, plus maintenant, bon, à part ce soir évidemment, mais j'ai fait beaucoup de conférences, que ce soit en Belgique, à Paris, aux États-Unis pour la ZenCon, pour la ChicagoCon, et voilà, 4 ans de suite, donc à Vegas, à San Francisco, donc j'ai fait beaucoup de conférences sur l'open source en général, sur les librairies en particulier, évidemment très orienté sur Zen Framework. Titre informatif, pratiquant de Krav Maga, s'il y en a qui s'intéressent, voilà, voilà, de découvrir le Krav Maga, et aussi réserviste opérationnel de la gendarmerie pour le côté citoyen. Ça, c'était pour ma petite personne. Alors, un peu d'histoire, parce que c'est bien l'histoire. Le framework Zen, pour ceux qui ne le connaissent pas, alors qui fait du PHP dans la salle? Bon, déjà, alors je vais surtout parler à eux. Voilà, pour les autres, ça va être une découverte. Le framework PHP donc, date de 2000, enfin, Zen Framework date de 2006, donc a été créé par la société Zend. Et le lead a été repris en 2009 par Matthew Wire-Offini, qui a repris le ZF1. Je passe rapidement, parce que ça c'est vraiment un point historique. La version 2 date de 2012 avec un gros changement dans son paradigme. On va dire que la première version était très composant. C'était une librairie de composants essentiellement. Des composants qui étaient on va dire, destinés aux entreprises. C'était vraiment Enterprise Ready Framework. Avec très peu de logique MVC. On va dire la mode du MVC arrivait. Et donc, il y avait une boucle de dispatch des requêtes HTTP qui était prise en charge. Alors que la V2 a complètement changé ce paradigme, était très, très orienté MVC, avec ce qu'on va le voir par la suite, ce qui lui a un petit peu, ce qui a un petit peu pêché, c'est ce côté monolithique. C'est ce côté framework all-in-one. Ça fait tout sauf le café. Et encore, mais voilà, ça faisait tout, mais c'était très très monolithique, et donc ça posait des problèmes de scalabilité de code. Mais bon, évidemment très robuste. Actuellement, il existe encore en version 3.1, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. Les téléchargements, il y en a eu plus de 350 millions à l'heure actuelle, quand même, en quasiment 14 ans d'existence, donc 350 millions. Il y a des grands groupes, BNP, Orange, etc., qui se reposent sur ce framework-là, avec encore des grandes entreprises qui sont à la version 1 et qui font leur migration en version 2. C'est devenu le Laminas Project, et c'est un petit peu pour ça aussi que je suis là ce soir, pour vous remettre un petit peu à la page de son existence. Il faut savoir, pour la petite anecdote, qu'en 2018, la société Zen se fait racheter par Rogue Software. On va dire que c'est très orienté business, c'est très orienté Zen Server, et que, on va dire, Rogue, pour faire simple, sans rentrer dans la polémique, n'est pas très OSS. Et ne capitalise pas dans son business sur le framework Zen. Donc, on va dire, ne met pas trop les moyens, mais le framework étant sous licence BSD, ça ne leur appartient pas. Donc, la scission s'est faite officiellement cette année, et le Zen Framework est devenu le projet Laminas. Alors Zen Framework, j'y reviendrai un petit peu après, mais c'est pas que Zen Framework, c'est aussi Apigility, pour lequel voilà, j'ai été co-contributeur d'Apigility, donc l'API Builder. Et donc voilà, tout ça étant sous licence BSD, c'est devenu une fondation Linux. Donc c'est passé sous fondation Linux cette année, et c'est entièrement à la communauté. Alors, un petit point rapidement sur actuellement ce que sont les composants Laminas, donc Feu Zen Framework. Comme je disais, c'est en version 3.1, et la logique, comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'est devenu un meta package. Un meta package dans le sens où vous pouvez prendre l'ensemble du framework et faire un framework MVC, ou vous pouvez prendre indépendamment chaque composant. Voilà.
Et on va dire, il y a à peu près une centaine de librairies qui sont disponibles et qui couvrent absolument quasiment tous les besoins. Moi, ça fait 11 ans que je travaille avec. Voilà, il y a très peu de choses que le framework ne propose pas en utilitaire, en librairie utile pour les technologies web. API Tools, actuellement, donc sous la Minas, feu Apigility. Quelqu'un connaît Apigility ou quelqu'un en a entendu parler? Non. Donc, c'est un API Builder, simplement. Ça permet en quelques configurations, quelques clics même, d'avoir une API REST voilà, prête à être utilisée. Ça couvre les services RESTful et RPC. Ça assure la représentation JSON, XML et les réponses d'erreurs. Ça se charge du versionning, de la validation, de l'authentification, de l'autorisation et de la documentation. Donc vraiment, en quelques clics, et de la documentation, voilà. Vraiment, j'insiste, en quelques clics, vous avez une API prête à être utilisée et qui expose des services pour lesquels vous avez des squelettes et vous n'avez plus qu'à, entre guillemets, remplir l'implémentation métier. Mais tout ce qui est standard des API, telles qu'elles sont très connues et très demandées actuellement, sont disponibles. Voilà. Donc, je vous invite à regarder, si vous voulez, sur le web API Tools dans le projet Laminas. Donc voilà, ça c'est un peu un état des lieux de ce qu'est le projet Laminas actuellement. Donc pour résumer, feu Zen Framework, Apigility, donc tous les utilitaires de Zen. Pourquoi je suis là ce soir? Donc c'est pour vous parler d'une chose, c'est que peu après, on va dire dans le même temps que Rogue réabsorbe Zen, Zen en fait s'est lancé dans les contributeurs se sont lancés dans une petite recherche que je vous exposerai un tout petit peu plus tard dans la présentation, de comment casser ce paradigme MVC, ce côté monolithique. Alors, pour reprendre ce que disait Stéphane, que je reproche à certains frameworks, pour ne pas les nommer, voilà, comme Symfony, voilà, c'est fait. C'est ce côté vraiment monolithique, énorme framework pour n'avoir besoin que d'une petite partie. Et quand on veut sortir en fait de ce framework, c'est assez compliqué parce que tout est pensé pour ce framework et tout fonctionne dans ce framework. Ce qui m'amène au sujet des PSR. Si je n'ai pas beaucoup d'intervenants PHP, je présume que les PSR ne vont pas parler à beaucoup de monde. Pour les personnes qui connaissent le PHP, est-ce que ça vous parle les PSR? Oui. Bon, donc tant mieux. Au moins j'aurai voilà. PSR, c'est quoi? PSR, ça veut dire PHP Standard Recommendation. Donc ce sont simplement des recommandations émises par un groupe. Et ce groupe, c'est le groupe des PHP-FIG. Donc PHP-FIG pour Framework Interoperability Group. Ça marche toujours pas, ça m'énerve cette télécommande, c'est pas grave. Donc, la logique de PHP-FIG, c'est de dire Moving PHP Forward through Collaboration and Standards. Donc l'idée, c'est de rendre du PHP interopérable et que le PHP soit conçu, alors pas écrit, mais conçu, pour que une librairie PHP puisse être utilisée par tout le monde en respectant un minimum de standards et des guidelines. Donc ce sont des recommandations, c'est juste des conseils. On va les passer rapidement en revue. Le 1, c'est pour dire voilà, comment on écrit du PHP. Donc les Basic Coding Standards, on vous dit le PHP devrait être écrit comme ça pour que tout le monde le connaisse. Le 3, c'est pour loguer. Le 4, c'est pour charger les classes. Le 6, c'est pour le caching interface. Je vais les passer rapidement. Pardon. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Je vais les passer rapidement. Toutes ces recommandations sont faites sous forme d'interface. Alors, si tout le monde programme un petit peu, vous savez ce qu'est une interface, c'est un contrat qu'on passe. Et donc, tout ça donne l'occasion d'interface qu'on implémente dans son code. Et si son code implémente ces interfaces, vous êtes PSA compliant en fonction de ça. On va essentiellement parler ce soir de la 7 et de la 15. Mais il faut savoir que, par exemple, moi, sur le projet de Tips qu'on fait actuellement, on coche toutes les cases. On coche toutes les cases des PSR. Ça veut dire que nous, on peut utiliser toutes les librairies qui implémentent ça, et notre code pourra être utilisé par toutes les librairies qui veulent le consommer.
C'est l'avantage aussi du code ouvert. Donc, comme je disais, on va essentiellement parler de PSR7. C'est bien aussi d'avoir du contexte. La PSR7. Pour ceux qui ont fait du PHP, les soumissions post, c'est bien, mais si vous avez les headers 3W URL encoded, ou si vous avez le multi-perform data, vous pouvez gérer le post. Sinon, en HTTP, vous ne pouvez pas le gérer en PHP. Les headers à récupérer dans PHP, je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait un dump des $serveurs, vous avez 2 pages de variables avec une nomenclature assez bizarre, et c'est très compliqué de le faire. L'URI, pour décoder une URI complète, vous devez taper dans 9 SAPI, en fait, dans 9 déclarations serveur API pour avoir l'URL complète. Et enfin, chaque framework, cette requête, il l'a fait à sa sauce. Ça veut dire que Z, le premier, gère la requête HTTP, il a ce qu'on appelle la Marshall, il la transforme à sa sauce, il l'implémente à sa sauce, la requête HTTP. Symfony pareil, Laravel pareil, chacun gère les requêtes HTTP à sa sauce. Et donc, ça fait que quand vous avez une librairie, que vous êtes dans, par exemple, Zen, et que vous voulez utiliser une librairie Zen dans Symfony ou vice-versa, vous ne pouvez juste pas. Ou alors, c'est un cauchemar de mettre des carrés dans des ronds pour ce faire. Donc, ça devenait vraiment, à l'époque de l'explosion des frameworks, un cauchemar de rendre les librairies. On disait, j'ai une super librairie, par exemple, dans Symfony, et Symfony, il y a d'excellents composants dans Symfony, mais pour l'utiliser au niveau HTTP dans Zend, par exemple, ou dans Laravel, c'était juste le cauchemar. Donc, TSR, c'est une abstraction des requêtes HTTP. On passe le Karcher dans tout ça, et on se dit, au final, c'est quoi une requête? Eh bien, une requête, c'est une méthode, une URI, un protocole, un host, des headers et un message. Basta. Période. C'est ça. Une réponse HTTP, c'est quoi? Eh bien, c'est pareil, un protocole, un code de retour, un message, des headers et un body. Basta. Et donc, si on part de ça, si on se dit, on résume tout ce cauchemar que je vous ai résumé avant à ça, on se dit, ouais, ça va être quand même beaucoup plus simple de standardiser, de normaliser et de gérer des requêtes HTTP qui peuvent être interopérables dans les frameworks. Et donc, PSR7, on l'appelle HTTP, message interface. C'est la recommandation. Alors, l'histoire, elle ne date pas d'hier, ça remonte à 2012, quand même. L'histoire remonte à 2012. En 2012, il y a des gens qui ont commencé à se dire, parce que moi, c'est à l'époque même où j'utilisais quand même massivement les frameworks que PHP, je m'en rappelle, c'était déjà compliqué. Et donc, il y a des personnes qui se sont intéressées à ça. Donc, je vous les passe en revue. Vous allez voir, la liste, elle est quand même un petit peu longue. Voilà. Et vous avez la dernière acceptance qui date de 2015. Donc, en gros, le PSR7 date de 2015. Et c'est Matthew Weyer-Ruffini qui a fini par reprendre le travail des autres et d'aller au bout de l'acceptance par PHP-Fig et la communauté surtout. C'est ça qui est important, c'est la communauté qui vote et qui se dit oui, c'est bien, il faudrait changer ci, il faudrait changer ça. Donc ça a été en draft en septembre 2014 et l'acceptance finale en 2015. Donc, je disais, tout ce qui est PSR, c'est une collection d'interfaces. Et vous allez voir que vous en avez quelques-unes, quand même. Donc, la PSR7, elle permet, au niveau abstraction, on va le voir juste après, de définir un message. À partir de ce message, on définit une requête. À partir de la requête, on définit une requête serveur. À partir du message, une réponse, le stream, l'URI, et ça gère aussi l'upload de fichiers qui peut aussi être très compliqué en PHP. Donc, en termes de, comme je disais, tout provient d'un message. Et ensuite, on définit requête et réponse. Et à partir de ça, on a un ensemble d'interfaces simples qui nous permet de définir ce qu'est une requête HTTP. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir switcher. Non, c'est pas ça.
Tac. Je ne sais pas comment j'ai fait. Copie vidéo. Voilà. Alors, si je fais... Je ne peux pas, c'est pas grave. Bon, je voulais vous montrer un petit peu les collections, mais c'est pas grave. Une implémentation de ça. Une implémentation de tout ça, ce sont des interfaces. C'est une librairie qui s'appelle Laminas Diactoros. Alors, Diactoros, ça vient du grec, voilà, qui veut dire le messager. Simplement, c'est une référence à Hermès, ça veut dire le messager. Et donc, c'est le messager qui va dire, à partir de toutes ces interfaces, je vais faire des classes concrètes. Et ces classes vont être disponibles pour être utilisées pour pouvoir implémenter ces interfaces. Je vous garantis que ça, c'est d'une puissance. Ça transforme littéralement la manière dont vous écrivez des applications web en PHP. Vraiment. C'est d'une simplicité. Enfin, il y en a dans l'assemblée qui connaissent OpenOS 2, le protocole OpenOS 2. Voilà. Il y a une super librairie en PHP par PHP League, qui fait ça. Bah, ils implémentent les PSR7. Et en fait, on ne se pose pas de questions. Pour implémenter cette librairie, c'est ultra transparent. Parce que c'est intercompatible et interopérable. Maintenant, ça nous amène à la question, au deuxième sujet de ce soir, ce sont les middlewares. Ça parle du monde des middlewares. Voilà. Les middlewares, c'est ce qui a suivi légitimement, une fois qu'on avait défini, une fois qu'on avait simplifié la logique HTTP, voilà, Kesako un middleware. Un middleware, c'est ce qui existe entre une requête et une réponse. Vous avez une requête, vous avez une réponse, et vous avez, entre les deux, une partie de code. Ça prend la requête, ça fait quelque chose, ça renvoie une réponse. Donc évidemment, ce n'est pas PHP qui l'a inventé, ce n'est pas Laminas qui l'a inventé, loin de là. Simplement, on s'est dit que, voilà, dans cette logique très connue de j'ai ma requête, mon application et je passe par des couches successives, ça n'existait pas en PHP il y a encore pas si longtemps. Et donc, ça a donné lieu à la PSR 15. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai été un petit peu au cœur de tout ça. Quand on travaillait sur AppGDT, donc en PHP, on avait un API Builder, on avait toute une partie qui permettait de générer en fait des classes et de générer des routes et d'exposer des services. Matthew Wire-Ruffini, qui travaillait à l'époque, s'est dit, tiens, il y a un truc qui s'appelle Connect dans Express, Sencha Connect, et pourquoi pas, on va s'amuser à porter en fait tout AppGDT, on va s'amuser un petit peu, on va porter tout AppGDT en PHP en suivant les logiques de Connect. Ça a donné lieu, alors Flea, c'est son namespace à Matthew Wire-Ruffini, ça a donné lieu au projet qu'on appelle Conduit, et on s'est amusé comme ça, à la main, c'était pas très propre, mais au moins ça avait le mérite de fonctionner, d'essayer d'éprouver la notion de middleware en PHP. Donc ça, on était en 2015. Et en fait, ça a donné lieu, je vous passe l'historique comme j'ai fait pour PSR7, ça a donné lieu à simplement deux interfaces qui définissent la PSR 15. Comment on gère un handler d'une requête qui prend des PSR7, des requêtes PSR7 évidemment, et comment on définit cette notion de middleware. Et donc ça a donné lieu à Strategility, alors évidemment pareil, du grec, stratos, des couches. Voilà, une implémentation de ces deux interfaces, ça donne... Alors quand je dis une implémentation, c'est super important, comme pour l'autre, il peut y en avoir 17, 50, 300 si vous voulez implémentation. On ne fait que définir, enfin les PSR ne font que définir des interfaces. Derrière, vous pouvez allègrement avoir votre propre implémentation. Il n'y en a pas beaucoup actuellement. Et enfin, tout ça pour vous parler de Mezio, parce que Mezio, évidemment, c'est quoi? C'est une implémentation, voilà, des middleware, et vous avez des middleware en quelques minutes, ça implémente les PSR 7 et 15. Et en fait, Mezio, pour le résumer, on pourrait parler de micro-framework, parce que qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va vous donner la possibilité de choisir votre routeur, de choisir votre container. Alors, j'en ai
rapidement passé tout à l'heure, mais pareil, les containers sont définis par une PSR, PSR 11, qui a une seule interface, get et has. Voilà, on prend un container. Est-ce que tu as ce service? Et si oui, donne-le-moi. Ça a l'air simple, mais c'est très puissant. Votre moteur de templating et votre gestionnaire d'erreurs. Vous avez le choix de prendre celui que vous voulez. Mais derrière, ça va vous construire toute une application web en quelques minutes. Et le gros avantage, puisque les composants Laminas respectent toutes ces PSR, c'est que une fois que vous avez ça, si vous voulez utiliser les librairies Laminas pour l'authentification, l'autorisation, les cores et que sais-je, c'est très très rapide, évidemment, c'est optimisé. Donc comme je disais, c'est interopérable et conforme à l'ensemble des PSR, et c'est idéal pour des architectures API-centriques ou des microservices. Nous, c'est ce qu'on a fait chez Tips depuis le mois de mars. On a repris de page blanche une architecture API-centrique. En une demi-journée, on avait déjà les bases. On avait déjà notre code de prêt qui exposait des requêtes HTTP, qui gérait tout ça. On avait ça en une demi-journée. Le temps de faire ça, entre guillemets, proprement. Et quand je dis que ça prend quelques minutes, c'est que ça prend quelques minutes. Donc, si je peux sortir de ça, je vais vous faire une petite démo. Voilà. Alors, oui, youpi. Je peux sortir. Alors, une petite démo en 2.2. On ne va pas trop m'entendre, mais ce n'est pas trop grave. Je vais faire un composer create. Ouais. Bon, ça va aller. On peut lire, on peut lire. Je vais faire medio skeleton. Voilà, on ne voit pas forcément beaucoup à l'écran, mais... Hein, et puis je vais l'appeler démo. Tac. Ça va me télécharger les librairies. Et comme vous voyez, on me demande qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux des middleware minimum? Est-ce que je veux flat ou modular? On va prendre le flat. Et on me demande mon container. Donc comme vous voyez, il y en a plusieurs qui implémentent la PSR 11, Aura DI, Pimple, évidemment Laminas Service Manager. Et maintenant, enfin, je désespérais que ça arrive un jour, Symfony DI Container. On va choisir évidemment celui que j'aime bien, le PHP. Il faudra que je teste quand même le Symfony DI Container très bientôt. Notre routeur, allez, on va prendre FastRoute. Et notre moteur de template, allez, on va prendre Twig pour le fun. Et enfin, le error handler, le oops, qui est très très bien. Voilà. Ça télécharge via Composer. Alors Composer, pour ceux qui ne sont pas de PHP, j'aurais dû le faire dans nos plugins, c'est pas grave. Je suis passé sur Composer 2. Allez, rm-rf, hfr démo. Je vais le refaire en nos plugins. Démo, nos plugins. Tac. Allez, on la refait rapidement. Vous voyez comment c'est rapide. 2. Allez, 2. 1. C'est parti. Voilà. Et voilà. Donc, si je vais dans mon démo et que je démarre un serveur web PHP sur 0.0.2.80.80 et que je target mon dossier public, voilà, et que je vais là et que je vais sur localhost 2.80.80, ah, évidemment, c'est l'effet démo, ça plante. Pas de bol. C'est l'effet Bonaldi. J'aurais pas dû prendre celui-là, mais c'est pas grave. Le Medio Router Interface, j'aurais pas dû prendre celui-là. C'est pas grave. Normalement, ça fonctionne. C'est l'effet démo. Croyez-moi sur parole. Je vais la refaire tout à l'heure parce que ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais rapidement, avant de finir, vous montrer voilà, que vous avez toutes les infos de Medio là-dessus. Et vous montrer à quoi ressemble, tout à l'heure je voulais le faire, mais je n'ai pas eu l'occasion, à quoi ressemble une interface. Les messages, c'est absolument phénoménalement documenté. Ce qui est important pour les férus de code, c'est que c'est immutable. Tous les objets sont immutables, donc c'est très pratique de les gérer. Donc à chaque fois que vous avez un with ou un without, ça vous retourne une nouvelle instance. Et vous avez tout le détail, en fait, de ce que font
les interfaces de PSR7. Voilà. Désolé pour la petite démo ratée. Voilà. Pour moi, alors évidemment, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? C'est à votre tour. Alors, pour ceux qui veulent, voilà, mon Twitter, c'est Julien Guittard. Est-ce que vous avez des questions?